Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la suspension du Niger des instances de l'Union africaine. L'organisation continentale appelle à une solution diplomatique après le coup d'État du 26 juillet. Ensuite, nous parlerons de l'interview accordée par l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou au magazine Jeune Afrique au sujet du coup d'État du 26 juillet. L'actualité, c'est aussi la conférence de presse animée par le procureur général après la cour d'appel de Niamey au sujet de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et des médias. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 25 août par le communiqué de l'Union africaine au sujet de la situation du Niger. L'Union africaine suspend le Niger de toutes ses instances. Le pays a été le théâtre d'un coup d'État fin juillet. Et toutefois, l'Union africaine se montre très réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Elle appelle à une solution diplomatique selon un communiqué publié le 22 août. Mamoune Diado, que faut-il comprendre à travers ce communiqué de l'Union africaine au sujet du Niger? Bon, l'Union africaine ne fait que jouer son rôle en suspendant le Niger de toutes ses institutions, et comme ils ont l'habitude de le faire pour les autres pays aussi. C'est compréhensible. Oui, bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est une instance, en fait, c'est une organisation, ils font cela. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments en demandant à ce que ça se règle par le dialogue, par la diplomatie. C'est encore mieux que de soutenir la CEDEAO par rapport à l'envoi donc de l'armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça change pratiquement sur la marche du pays? Bon, ce que ça peut changer sur la marche, ça ne peut pas changer grand-chose sur la marche du pays. Parce que l'Union africaine, c'est à peu près la même chose que la CEDEAO, c'est vrai. La CEDEAO avait prôné quand même l'option militaire. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Du moment que l'Union africaine refuse d'accompagner la CEDEAO dans cette situation de l'envoi des militaires, on peut quand même s'en féliciter de l'autre côté pour ce qui est la décision de l'Union africaine. Parce qu'on avait, en fait, on avait cette idée que l'Union africaine pouvait accompagner la CEDEAO, mais nullement. Et maintenant, c'est de bonne guerre. Je pense que peut-être que ça va se résoudre comme ils l'ont souhaité. Et nous allons voir les tout prochains jours ce que ça va donner aussi. Puisqu'il faut le dialogue qu'ils ont dit de prôner, on verra si le dialogue pourra résoudre quelque chose. Selon vous, quelle va être l'issue de ces négociations, de ce dialogue? Mais l'issue de ces négociations, de ces dialogues, il faut d'abord se mettre en tête que on ne peut plus rétablir l'ordre constitutionnel. constitutionnel. Maintenant, il faut essayer, ils vont aller dans le sens d'aider les militaires ou bien le CNSP à aller vers une transition très rapidement, une transition, peut-être le CNSP avait donné 3 ans pour la transition, ils vont essayer de ramener les 3 ans là pour réduire, certainement, mais ils vont quand même essayer d'accompagner cette transition. Merci beaucoup. Il faut s'attendre à ça. Merci beaucoup, Mme Diado. Abachari Arimi, à travers le communiqué, l'organisation continentale semble profondément divisée sur l'option militaire de certains pays membres de la CEDEAO. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette position de l'Union africaine? Non, mais selon ce qu'on sait,
Ce que nous avons lu et écouté. La réalité, c'est que l'Union africaine n'est pas si divisée que ça. En tout cas, pas autant que la CEDEAO. La tendance à l'unanimité se situe du côté de la non-intervention. Parce que ce n'est pas dans la tradition de l'Union africaine, dans tous les cas, d'intervenir militairement. Et c'est ce qui réconforte dans un autre pays africain. Dans un autre pays africain, on ne sait pas où. Non. Et normalement, si la CEDEAO veut intervenir, normalement, elle doit passer par l'Union européenne qui va aller aux Nations Unies, poser la demande. L'Union africaine. Oui, la CEDEAO va à l'Union africaine, qui va à l'ONU, n'est-ce pas, demander au nom de la CEDEAO cette intervention-là. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, à mon humble avis, au niveau de l'Union africaine, il n'était pas si divisé que ça. Bien sûr que les pays de la CEDEAO qui prônent cette intervention-là sont déjà aussi membres de l'Union africaine, puisqu'il s'agit de tous les pays africains. Et on sait que c'est des pays, des poids lourds pour certains, n'est-ce pas? En tout cas, même si c'est théoriquement, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Qui portent même au niveau de l'Union, au niveau de la CEDEAO, cette option-là. Et donc, ils ont dû aller faire leur plaidoyer là-bas. Et donc, ils ont certainement eu des gens qui ont adhéré, même si on a vu aussi des voix discordantes, notamment le président burundais qui n'était pas du tout d'accord. Et il disait qu'au niveau du Conseil de sécurité du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, ils étaient divisés, mais que le non contre l'intervention l'a emporté. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, c'est un débat d'idées. Oui, mais est-ce que l'opinion nationale au sein des pays de l'Union africaine n'a pas pesé beaucoup dans la balance au détriment de l'intervention militaire? Une chose est sûre, c'est que nous, peuple nigérien, nous devons nous réjouir. En tout cas, je n'ai pas encore vu des voix qui s'élèvent, des voix ou d'intellectuels ou de simples citoyens qui s'élèvent pour dire que non, il faut aller écraser les Nigériens pour leur imposer la démocratie. C'est en cela que c'est bien. J'ai comme l'impression que les gens ont un petit bon sentiment à notre égard. Et c'est en cela aussi que pendant des dizaines d'années, le Nigérien s'est fait respecter, le Nigérien s'est fait désirer par vraiment le reste du continent. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui dit non, écoutez, c'est l'armée du Niger, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, il faut aller. Heureusement, il n'y a pas. Et je crois que même au Nigeria, le président du Nigeria, Tinubu, je crois qu'il en a pris un peu pour son compte au vu de la mobilisation des nordistes, au vu de la mobilisation des intellectuels nigériens. J'ai même vu une pétition signée par ces derniers-là qui s'opposent catégoriquement à une intervention militaire et même, ils ont même plaidé pour l'allègement des sanctions, notamment économiques, la fermeture des frontières, la non-entrée des produits vivriers, la coupure de l'électricité qui vient du Nigeria, tout ça. Et c'est la même chose même dans les pays où les présidents, par exemple au Bénin aussi, les Béninois, on sent qu'ils ne sont absolument pas pour... Oui, mais Abba Tchadadimi, faut-il se réjouir de cet éveil des consciences africaines? Oui, je pense que si. Et si cela n'arrivait pas, c'est ça qui était vraiment grave. Et d'ailleurs, beaucoup pensent comme les Nigériens du commun, du mortel, n'est-ce pas, que c'est des puissances extérieures qui sont derrière leurs dirigeants et qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Ce n'est pas l'aspiration du peuple vraiment à la base, ce qui est bien, parce que les peuples sont à la base les mêmes. Nous avons, je ne sais pas si c'est un privilège, mais nous sommes un pays qui n'a pas nous n'avons pas de côte, nous sommes un pays enclavé, et de tous les côtés, n'est-ce pas, ce n'est pas de l'eau que nous avons, mais c'est les mêmes peuples que nous avons.
Si vous allez à Difa, les gens de Difa, C'est chacun une a partie des du parents Tchad, au c'est une Tchad, partie du du Nigeria, Nigeria, et même parfois une du partie du Cameroun. Cameroun. Du Cameroun. Et de l'autre côté, c'est la Libye, il y a l'Algérie. Vous avez vu comment les Algériens sont en train de prendre en main cette affaire-là, parce que pour eux, il n'est pas question d'intervenir militairement au Niger, parce qu'ils ont déjà un pays voisin qui a vécu La cette Libye. situation-là et qui a embrasé tout le Sahel. Et ils savent que c'est la même chose. Le Niger, c'était aussi grand que la Libye, c'est plus grand que la Libye. Si on ne fait pas attention, si on se permet d'être dans la même situation que la Libye, mais l'Algérie est foutue, ils le savent, n'est-ce pas? Parce que ça va relativement au Niger que l'Algérie a tranquillement géré sa situation au sortir des années 90 qui ont été très difficiles chez eux. Et aujourd'hui, ça va. C'est la même chose. Il n'y a même pas de doute du côté du Mali et du Burkina, n'est-ce pas, qui sont prêts, y compris, à mourir pour nous. Donc le peuple nigérien, je crois que c'est des leçons qu'il faut tirer de cette affaire-là et qui nous rapporte quand même quelque chose. Ça a un peu, je dirais, un peu rehaussé notre cote de popularité. On sait que les gens nous portent quelque part dans leur cœur. Bien sûr que nous sommes des gens très gentils, tout le monde le sait. Merci beaucoup, Abouchari Arimi, Issa Madougou. Le Conseil paix et sécurité dit rejeter fermement toute ingérence extérieure d'un acteur ou d'un pays extérieur au continent, y compris les engagements des sociétés militaires privées. Et que peut-on comprendre au sujet de la position de l'Union africaine? L'Union africaine, conformément à ses principes fondateurs, se base sur ces derniers pour faire son communiqué, pour se positionner par rapport à une situation. Donc ici, le cas dans ce communiqué qui est issu de la réunion, parce que ce n'est pas une nouvelle réunion, c'est la réunion du 14 août dernier qui a fait l'objet de ce communiqué 11 quelque chose, j'ai oublié le numéro. Oui, donc ce n'est pas une réunion qui a été tenue, c'était la réunion houleuse qui a eu lieu le 14 août dernier, où beaucoup de gens se sont... À travers le Conseil paix et sécurité. Oui, où beaucoup de personnes se sont opposées à une intervention militaire au Niger parce qu'ils disent que ce n'est pas dans leurs principes. Et d'ailleurs même, cela ne relève que des prérogatives du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ici, on sait quand ils disent qu'ils ne veulent pas on peut analyser ça sous un autre angle parce qu'on sait que on ne peut pas dire que l'Union africaine, vous savez, souvent par rapport à compte tenu de son financement qui vient en grande partie de l'Union européenne. Et quand on dit l'Union européenne, on y voit toujours la France qui aujourd'hui fait des pieds et mains pour que cette situation au Niger se trouve en sa faveur. C'est la crainte. Mais si la France peut manipuler certains pays africains, ce n'est pas le cas chez beaucoup d'autres pays à l'échelle continentale. Non, on n'a pas dit tout le continent. Mais quand même, il y a des gens que la France arrive à manipuler. Quand on voit aujourd'hui, même le fait que aujourd'hui, il y a tout aujourd'hui, ces trolls-là qui bombardent des fausses informations sur le Niger. Donc, quand vous essayez de les pister, la majorité sont basées en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région. Donc, on connaît les liens de certains, comment ils ont des rapports qu'ils entretiennent. Mais que cela ne tienne. Aujourd'hui, ce communiqué démontre une fois de plus que quand les choses se sont déroulées, il ne faut pas faire des revendications utopiques. La CEDEAO, son problème que la CEDEAO aujourd'hui a, principalement avec les autorités, c'est le fait de dire qu'il faut rétablir les autorités de la 7e République. Les autorités déchues. Mais c'est utopique. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont déjà une ordonnance portant création du CNSP, une ordonnance portant réorganisation des pouvoirs publics, un gouvernement déjà en place. Mais qu'est-ce que vous voulez pour ça? Ce n'est plus. C'est pour cela, c'est-à-dire aujourd'hui, même cette intervention dont je vois, c'est malheureux pour certains Nigériens qui soutiennent cette intervention militaire. Jusque-là, on attend qu'ils nous donnent des bases légales qui peuvent justifier cela. Puisque beaucoup de chercheurs pensent qu'il n'y a pas de base juridique légale, qu'est-ce qu'il faut voir
que peut-on espérer au sujet de l'issue des négociations, la voie diplomatique? L'issue des négociations, c'est de discuter avec les autorités de la transition et avoir une durée. Vous avez écouté le médiateur Abdessalami Aboubakar? Non, je ne l'ai pas tellement écouté, mais je sais qu'aujourd'hui, les négociations vont se tourner autour de la durée de la transition. C'est tout? Mais il y a plusieurs aspects, peut-être lui il va ajouter, mais quand même la réhabilitation des autorités déchues, moi je pense que c'est une revendication utopique qui ne passera pas. Peut-être on peut passer à la libération, procéder à la libération du président, Mohamed Bazoum et sa famille. J'ai dit peut-être, ça serait une bonne chose si on le libère aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose que c'est humanitaire si on le fait. Mais maintenant, quand la CEDEAO aujourd'hui, on voit avec ses propos va-t-en-guerre, on a vu Tinubu qui a un peu dilué son discours. Mais maintenant, on a plus de problèmes dans son discours avec le commissaire ghanéen Abdel Fattah Moussa, qui chaque fois dans ses sorties nous pointe du doigt et du mépris. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que dans cette situation, ce n'est pas de cette manière qu'il faudrait voir. Par le dialogue, nous-mêmes en tant que Nigériens, on peut trouver des solutions à nos propres problèmes. Mais vous ne connaissez pas certaines réalités. Vous n'êtes pas venu même pour vous en savoir plus. Et d'ailleurs, même moi, c'est lui qui me pose le même problème, c'est le médiateur. C'est Abdessalami. Moi, à mon humble avis, Abdessalami, on l'a vu dans les années antérieures, Abdessalami n'est pas le bon médiateur. Il fallait nous trouver un bon médiateur qui pourrait vraiment faire l'unanimité. Parce que c'est même Abdessalami que moi, à mon humble avis, c'est mon opinion. Un médiateur hors d'un pays de la CEDEAO? Non, dans la CEDEAO, il y a tout. Aujourd'hui, il y a des leaders. Aujourd'hui, il y a des gens dont la voix qui ont en eux une certaine sagesse. Mais moi, c'est mon opinion, c'est mon avis personnel. Je pense que ce n'est pas la bonne personne pour être médiateur. Parce que, pourquoi on l'a vu dans les années antérieures, comment il s'est comporté dans les cas de médiation. Aujourd'hui, ce que le Niger a besoin, c'est une compréhension d'abord des enjeux que la nation traverse. Aujourd'hui, quelles sont les priorités pour ce pays? Et essayer de voir, dans la mesure du possible, à tracer une transition de courte durée qui va définir des nouvelles bases à ce que nous puissions aboutir à une nation vraiment moderne, épris de paix et de justice. Merci beaucoup Issa Madougou. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Pas. Rapidement. Moi, concernant Abdessalami, c'est un peu... Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté de bout en bout, et d'ailleurs presque 2 fois, parce que je suis retourné parfois pour écouter. J'ai trouvé que d'abord le confrère, le journaliste qui a... De BBC Afrique. J'ai aimé ces questions. Bon, je ne sais pas si lui, il comprend correctement Hausa. Mais moi j'ai aimé. Et il a vraiment apporté des éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, le fait qu'ils n'auraient pas été reçus à leur premier arrivée à Niamey. Il a dit non. Quand ils avaient été confinés à l'aéroport. Il dit que... Non, mais justement, il l'a démenti. Oui. Il dit non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de manifestants en ébullition, n'est-ce pas? Et les généraux leur ont dit non, vous restez vraiment, on ne peut pas vous recevoir parce qu'il y a le risque que et les gens sont remontés contre la CEDEAO. Comme vous êtes des émissaires de la CEDEAO, vraiment, vaut mieux retourner. Et quand les choses vont vous allez revenir. Il dit qu'ils étaient avec l'ambassadeur du Nigeria qui étaient en vacances au Nigeria et ils sont venus avec lui. Donc, lui, il devait rester et ils sont retournés. Après, ils l'ont appelé. Il dit, ah oui, moi-même, quand je suis sorti, j'ai failli être lynché. Heureusement, les militaires étaient là, c'est eux qui m'ont sauvé. Et maintenant, je suis arrivé chez moi. Il dit donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Il dit que c'est une très bonne chose. On ne doit pas laisser les manifestants les léger. Donc, ça, vraiment, il a éclairci parce que il a été quand même certains médias ont utilisé ça comme étant un point noir dans le comportement quand même de comme la un manque de respect à leur égard. Justement. Merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse.
Après des semaines de silence suivant le coup d'État du 26 juillet, Mahamadou Issoufou, l'ancien président et figure clé de la première alternance démocratique du pays, s'est exprimé lors d'une interview accordée à Jeune Afrique et diffusée le 17 août. Malgré les rumeurs et accusations l'impliquant dans le putsch, il rejette ces allégations, les qualifiant d'archi-faux. Il affirme entretenir des communications quotidiennes avec Bazoum Mohamed, le président déposé, et exige sa libération et sa restauration dans ses fonctions. Sur la question du coup d'État, Issoufou Mahamadou laisse entendre sa désapprobation sans la formuler expressément. Abacha Arimi, l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou, a mis presque 3 semaines avant de s'exprimer sur le coup d'État au Niger à travers un média étranger. Pourquoi ce si long silence de Issoufou Mahamadou au sujet du coup d'État du 26 juillet passé? Ça fait douter le comportement du président Issoufou. Aux premières heures. C'est le Nigérien qui le dit. C'est le Nigérien qui le dit. Et personnellement aussi, j'ai douté, comme tous les Nigériens, du comportement du président Issoufou. Parce que les raisons évoquées par les généraux quand ils ont pris le pouvoir, la mauvaise gouvernance, la corruption, la situation sécuritaire, étaient beaucoup plus dramatiques du temps où le président Issoufou était quand même à la présidence, en activité. Étant dans le pays, le président Issoufou n'a quand même pas été inquiété. D'ailleurs, on disait que lui et son premier ministre, légendaire, parce qu'ils ont fait 10 ans ensemble, n'est-ce pas, étaient négociateurs pour la libération, dans un premier temps, du président Bazoum, n'est-ce pas, essayer de jouer le médiateur entre les partis, n'est-ce pas? Ça fait douter. Quand vous êtes le principal remis en cause, mais que vous n'êtes pas inquiété. Un moment aussi, on disait que son propre fils n'était même pas arrêté et que même sa sécurité était garantie par la garde présidentielle. Ça aussi, ça a fait que cette rumeur-là, moi je n'ai pas vérifié, je n'ai pas les moyens de vérifier ça, mais ça a fait que les gens ont douté. Maintenant que son fils est arrêté, les gens disent aussi que non, il est dans des conditions meilleures que le président Bazoum, qu'eux ne sont même pas inquiétés, ils sont dans une villa de luxe. Bon, j'ai vu ça dans des journaux internationaux aussi, c'est certainement vrai. Donc, tous ces aspects-là, et il n'est pas sorti pour condamner. Après un petit tweet, n'est-ce pas, où il n'a pas condamné, où il a un peu dénoncé le coup d'État en marche en ce moment-là et tout. Il n'a rien dit pour dire que je condamne, moi, en tant que président, ayant donné pour la première fois le pouvoir à mon prédécesseur, à mon successeur, je condamne. Oui, c'est ça que les gens voulaient. Est-ce que c'est le même point de vue au sein de son parti, le PNDS Taraya? Aujourd'hui, le PNDS Taraya est divisé à cause de cette situation-là. Divisé en combien de clans? En tout cas, au moins, j'en vois au moins 2. Il y en a qui sont dans le PNDS traditionnel. Ils défendent le point de vue du président, de l'ancien président Issoufou Mahamadou. Et il y en a, j'ai vu même un ministre qui a communiqué pour dire que lui, il est vraiment contre l'intervention dans son pays, naturellement comme nous tous, mais qui a été aussi un peu pris en partie par d'autres qui disent que non, il n'est pas un digne fils, il ne mérite pas de la confiance du président Bazoum et tout. Merci beaucoup Abacha Arimi, Issa Madougou. Mahamadou Issoufou, qui avait nommé le général Tchani à la tête de la garde présidentielle en 2011, a tenu à faire taire les rumeurs qui lui prêtent un quelconque rôle dans le renversement de son successeur, le président Bazoum Mohamed. Quelle est votre opinion au sujet de cette affaire? Heureusement qu'Abba n'avait pas évoqué cette partie. Moi, c'est laquelle des parties? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Oui. Moi, c'est quand je lisais l'entretien avec François Soulan, c'est cette partie qui m'a un peu captivé. Et qui m'a un peu captivé. Parce que quand je regarde un peu, en fait, lui, il est même un des plus grands
perdants dans cette affaire. Parce que le système qu'il a mis s'est écroulé. C'est complètement écroulé. Mais est-ce que cela ne veut pas dire, après moi, le déluge? Non, mais... Mieux vaut sombrer ensemble que de subir quelques... est-ce que ce n'est pas ce langage qu'il faut voir? Non, ça c'est trop facile à le dire, mais écoutez, aujourd'hui, c'est tout le PNDS qui a perdu. C'est tout le PNDS qui a perdu. Et le PNDS est en train de vivre ce qui devrait arriver à une formation politique qui a son apogée. Aujourd'hui, vous voyez, depuis la sortie de Mahamadou Issoufou, moi j'ai fait le constat, comme Abba l'a dit également, qu'il y a 2 clans dans le PNDS. Il y a des gens, mais j'ai vu des posts, des écrits, des gens qui sont du PNDS qui appellent Issouf Charlie. Vous vous rappelez, c'est un terme qui est utilisé par l'opposition. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a clairement 2 camps. Et c'est normal que c'est dans la vie vraiment d'une formation politique, une association de personnes, que quand les intérêts, on n'a pas pu vraiment être dans la même logique, on se retrouve dans ce genre de situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, le PNDS, c'est le PNDS qui est déjà à la base de son problème, à la base de sa chute, et aujourd'hui, à la base également de sa division. Donc, c'est à eux de gérer leurs problèmes en interne. Mais comme on veut tout de même faire croire, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà fini. Hein. Il faut pas se faire, il faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de transition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le CSP est là. Le CNSP est là. Le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Ils ont leur gouvernement, ils ont tout ce que les arsenals qui sont là. Ils sont en train de faire leur mieux et les prochains jours vont nous édifier juste par rapport à ces négociations-là qui ont été entamées. Et d'ailleurs, même le dernier message à la nation a été un peu plus clair. Du général Tchétchani a été un peu plus clair sur les ambitions du CNSP. Moi, je pense que... Il n'y a pas de doute à se faire, il n'y a rien à attendre. Non, quand vous parlez de nomination de Tchani, Tchani c'est un militaire. Il a obéi à un président de la République. Un militaire, il a toujours ce caractère républicain, ce devoir républicain qu'il appelle. C'est un militaire avant tout. Quel que soit... pas de redevabilité. Quelle redevabilité. Il faut nous arrêter ce genre de redevabilité que vous voulez coûte que coûte porter, pour dire c'est comme lier les personnes pour dire que non, je suis redevable. On est redevable que Allah qui nous a donné la vie, qui nous permet d'aspirer à chaque instant. C'est un militaire avant tout. Il a servi un président de la République. Aujourd'hui, il se retrouve président de la République. Mais bon sang, où est le paradoxe? Est-ce qu'il y a seulement une catégorie de Nigériens qui sont... Même les manières, c'est vrai, le coup d'État, pour tout démocrate, et démocrate que nous sommes Nigériens, nous sommes contre la prise de pouvoir par la force. Mais quand c'est justifié, aujourd'hui, connaissant la situation actuelle du Niger, mais c'est bien normal. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce que je l'ai dit avant-hier, tout récemment, sur ce plateau. C'est au moment même où les Nigériens cherchent à comprendre les tenants et les aboutissants de ce coup de force que la CEDEAO est venue comme un effet de bombe, galvaniser les Nigériens, mobiliser les Nigériens autour des militaires. Et aujourd'hui, on voit, les militaires bénéficient du soutien populaire. Un peu partout à travers tout le pays. À travers tout vous avez vu. Dans toutes les communes du Niger, il y a eu des manifestations. À part le meeting de Niamey, est-ce que vous avez vu le meeting de Zander? Est-ce que vous avez écouté les discours qui ont été prononcés? C'était pas trop partisan ou bien venir faire un jugement de quelqu'un. Non, ce sont des discours patriotiques. Ils ont mis en avant, même les marabouts, ils ont mis en avant le caractère républicain du Niger. Et les manifestations, c'est pas fini. C'est pas fini, ça continue. Sauf qu'aujourd'hui, on va en venir prochainement, sauf qu'il faudrait les encadrer avec des messages clairs qui appellent au patriotisme, qui essayent de sensibiliser les gens plus à une éducation citoyenne, vraiment à ce que les gens se comportent d'une manière exemplaire. Merci beaucoup Issa Madougou, Memouna Diado. Dans l'entretien avec le magazine Jeune Afrique, Issoufou Mahamadou explique très mal réagir aux accusations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans le coup d'État. Il affirme: mon exigence n'a jamais varié. Je demande la libération du président Mohamed Bazoum et sa restauration dans ses fonctions. Que peut-on retenir au sujet de ce passage, de cette affaire, au sujet du coup d'État? Moi,
je pense que, en fait, ici, il veut être juste clair que ce que les gens ou Lui bien prêter les intentions pensaient que... qu'il faisait partie, donc c'est lui-même l'instigateur de ce coup d'État. Il n'en est rien, qu'il demande la libération de Mohamed Bazoum. Déjà que nous savons que c'est son dauphin. Et ensuite, il n'a pas... En fait, il doit aller dans le sens là pour montrer qu'il n'a rien à voir avec... Mais pourquoi attendre pendant 3 semaines après, avant de réagir ce qui a quand même marqué beaucoup l'esprit de beaucoup de Nigériens. Oui, ça a marqué beaucoup l'esprit de beaucoup de Nigériens parce que les gens se demandaient, celui qui jusqu'à présent, il n'a rien dit, il s'est tué, donc peut-être que c'est une réalité. Parce que faisant 12 ans avec le général Tchani, et du coup, le même jour, on avait entendu, même si ce sont des rumeurs, qu'ils étaient quand même en train de négocier avec son ex-premier ministre, en train de négocier avec la jeune pour pouvoir trouver un consensus autour donc de la situation. Moi, je me dis que bon, il n'est pas trop tard quand même pour réagir. Et il l'a fait. La déclaration du Issoufou Mahamadou vous a convaincu? C'est pas qu'il m'a totalement convaincu, mais ça a permis de taire quand même les suspicions des uns et des autres, même si jusqu'à présent, il y a ceux qui continuent à croire qu'il est derrière cette situation-là. Ce n'est pas votre cas. Ah, moi, vous aurez la parole, Issa. Je préfère garder en tout cas ton point de vue mon point de vue pour moi. Issa Madougou. Moi, je voudrais juste ajouter par rapport aux accusations que les gens portent à son égard. Mais c'est parce que c'est lui, aujourd'hui, on ne s'attendait pas quand il avait eu l'alternance que lui-même il vienne habiter à quelques mètres de la présidence avec une garde pléthorique. Il fallait disparaître, aller occuper, aller vendre ses talents dans d'autres pays. Mais il est toujours là, il est devenu l'épine dans les pieds du président. Mais c'est bien normal. Et quand on voit, même au temps de Bazoum, on sent qu'il y a aussi un autre cran qui s'est resserré autour de lui. Donc c'est lui qui a... Un certain bicéphalisme autour de la présidence. Oui, dans la gestion des affaires étatiques. Et donc c'est bien normal que les gens se lui prêtent ce genre d'idée d'être en connivence avec. C'est lui. Parce que s'il avait disparu carrément de la situation, parce qu'après la présidence, il y a une vie. Mais on a senti que le président part en vacances, lui aussi il part en vacances, il y a aussi ces délégations qui vont aller lui Merci rencontrer. beaucoup, Issa Madougou. Donc c'est lui qui a donné l'occasion à ces Nigériens, et c'est bien normal et c'est bien fondé que les gens, même si aujourd'hui, malgré sa sortie médiatique, les gens restent toujours vraiment très un peu fébriles par rapport à ses positions. Mamoudou Diado, allez-y, rapidement. En fait, c'est comme si c'est un troisième mandat caché en fait qu'il est en train de poursuivre. Merci beaucoup à tous, on a terminé une courte pause. Dans un point de presse animé lundi, le procureur général près la cour d'appel de Niamey s'est insurgé contre la persistance des publications sur les réseaux sociaux et des médias d'articles tendant à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale au Niger. C'est pourquoi le parquet général a instruit les procureurs de la République et tous les autres assurant les fonctions du parquet d'engager des poursuites contre les contrevenants. Abachari Arimi, le parquet général a instruit les procureurs de la République à engager sans faiblesse aucune des poursuites contre toutes les personnes qui se livreraient à publier sur les réseaux sociaux et les médias d'articles de type à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale au Niger. Quelle est votre opinion au sujet de cette sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de Niamey? Vous savez, c'est une loi qui existe. La loi sur la cybercriminalité. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ça pour la... Voilà. Oui. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et il s'agit de l'appliquer. Et malheureusement, il faut reconnaître qu'avec le coup d'État, n'est-ce pas, les publications, vraiment, excusez-moi du terme, mais de caniveau, sont aussi quand même très répandues.
Et aussi, il y en Vous a... avez aussi fait le constat. J'ai aussi fait le constat. Mais bon, c'est une période de crise. Normalement, il devait y avoir aussi des cellules de crise qui s'en occupent, qui permettent de filtrer rapidement, de démentir tout ça. Ce n'est peut-être pas le cas. Mais il faut faire extrêmement attention. C'est un couteau à double tranchant. Parce qu'une chose est ceux qui font de quoi vraiment pour nuire, n'est-ce pas, qui diffusent de la fausse information. Et l'autre chose, c'est que la vraie information aussi peut être souvent modifiée. Sanctionnée même quand ça ne convient pas à certaines personnes. Donc c'est ça, j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de discernement, n'est-ce pas, qu'on laissera faire les professionnels, n'est-ce pas, feront correctement leur travail. Et parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, quel que soit ce que la personne fait, normalement, il y a un moyen. Parce qu'il y a quelques mois, on a connu beaucoup de difficultés. Hein. Certains de nos confrères ont été inquiétés pour avoir partagé certaines informations, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas écrites, qu'ils n'ont pas vraiment traitées, n'est-ce pas, juste pour avoir partagé. Donc, on espère que de tels actes ne se propageront pas, ne se répéteront pas, et que le professionnalisme sera privilégié, n'est-ce pas, et que l'information, qu'elle soit bonne, parce que c'est relatif, vous voyez, pour nous, la bonne information, c'est l'information qui est bien traitée, qui est bien vérifiée. Maintenant, pour celui pour qui ou contre qui cette information-là peut être, parce que normalement, l'information n'est contre personne, n'est-ce pas? C'est juste la vérité, c'est factuel, c'est le fait qu'on rapporte. Malheureusement, même dans ce cas, ça peut nuire à quelqu'un. Parce que, bon, il a commis une bévue, on a dit la vérité, et voilà. S'il a les moyens, il peut dire à ces gens d'aller prendre celui-là, là, ou donc, on espère que des choses comme ça n'arriveront pas. Et que vraiment, c'est juste pour défendre l'information, la vraie information que c'est fait. Et le reste, vraiment, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Abachari Arimi et Maïmouna Diado. Selon le procureur Mazou Oumarou, on ne saurait tolérer cette forme d'expression des libertés en ce qu'elle véhicule le virus de la division, d'agression de notre pays. Comment amener les Nigériens à s'inscrire dans le cadre de la promotion d'un code de bonne conduite sur les réseaux sociaux notamment? Il faut d'abord sensibiliser les internautes, les Nigériens, là, par rapport justement à cette loi de cybercriminalité. Les Nigériens ne sont pas sensibilisés. Non, mais c'est pas suffisant, en fait. Comme je dis, c'est pas suffisant. La répétition, elle est toujours bonne. La répétition, elle est toujours bonne. Donc, aller vers la sensibilisation, les faire comprendre qu'aujourd'hui, on a intérêt à aller à regarder dans la même direction. On n'a qu'une seule patrie. C'est pas toute information qu'il faut diffuser, partager. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens sont très rapides quand il s'agit de partager des informations. Il y a certains même qui prônent ou bien qui diffusent des propos haineux. Mais c'est ça. Alors que normalement, quelque chose que tu ne veux pas pour toi-même, tu ne devrais pas, en tout cas, partager pour toute la nation. Parce que c'est très rapide, en fait. Les réseaux sociaux, manipuler quelque chose, envoyer, c'est très rapide. Et c'est trop facile aussi. C'est trop facile aussi. Mais il faut prêter attention. On ne peut pas aujourd'hui laisser des gens nourrir la haine, faire porter des messages de haine, alors que nous sommes dans une situation très difficile. Déjà, regardez, même pas cette situation de coup d'État. Il faut aller un peu en arrière pour ce qui est la situation sécuritaire, où on montre déjà comment est-ce que nos militaires sont tués, massacrés, comment est-ce qu'aujourd'hui il y a des images choquantes en fait qu'on ne devrait pas partager mais qu'on le fait. Et en le faisant, on aide l'ennemi
à propager cette peur à nous. Donc maintenant, moi je me dis que c'est bien bon la sortie donc du procureur, mais comme l'a dit Armi, il faut également essayer de faire en sorte que les bonnes publications ou le travail des journalistes que nous sommes ne soit pas aussi un frein dans ce que nous sommes en train de faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est l'éthique et la déontologie qu'on a demandé. La vérification des messages que nous allons en tout cas utiliser ou partager, et également, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de fake news. Donc il faut faire très attention. Moi, c'est ce que je voudrais faire passer comme message. Pourquoi ne pas aller dans le sens du patriotisme? Oui, dans le sens du patriotisme. C'est-à-dire partager des messages. Bien qu'il y ait des bons messages. Des articles où tout le monde peut se retrouver dedans, où il n'y a pas de fausseté, où il n'y a pas d'aller en guerre, où il n'y a rien de cela. Mais aujourd'hui, moi je vois que il y a des Nigériens qui applaudissent pour soutenir la CEDEAO dans cette démarche. Et moi, je me dis que c'est déplorable. Merci beaucoup, Memouni Diado, Issa Madougou. Pas plus tard que la semaine passée, sur ce même plateau, vous avez attiré l'attention du pouvoir public sur la désinformation, surtout surtout à travers les réseaux sociaux et sur certains médias. Quelle est votre opinion au sujet de cette sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de Niamey? En fait, quand j'avais vu, j'ai pris tout mon temps pour écouter. D'abord, avant même, juste après son point de presse, c'est sur le site de Kalangou que j'avais suivi sa réaction. Et je me suis dit, ok, il y a un premier paquet là. Et depuis cette sortie, on a constaté quand même qu'il y a une certaine modération. Les gens ont commencé à modérer. Mais je voudrais revenir un peu sur cette loi en question. Rapidement. En 2019, quand on avait voté cette loi, les structures socio-professionnelles, les associations de défense et de droits de l'homme et des organisations de l'association s'est levées pour dire attention, cette loi a un caractère liberticide. Parce qu'il y a des aspects. Vous vous rappelez, Ali Idriss fait partie des premières victimes, juste pour avoir relayé une information. On a entamé des démarches un peu par des synergies d'organisation pour demander la modification. Il y a une certaine modification qui a eu lieu, mais qui ne répond pas réellement aux attentes. Parce que cette loi a dans certains articles vraiment qui constituent des entraves à la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays. À l'époque, quand les gens dénonçaient cette loi, il y a une catégorie de Nigériens qui ont trouvé, c'est comme si c'est des actes anti-républicains par rapport à la position des Nigériens. Et voilà, on réactive. Moi, je suis choqué. Ça me fait rire quand je vois des gens qui disent non, on a réactivé la loi. Mais cette loi que vous avez défendue, quand on vous disait, faites attention. Mais je pense que ça ne va pas encore retarder le plaidoyer. Le plaidoyer va continuer avec les autorités. La révision de la loi. Non, il faut que ça soit révisé. Que ça soit révisé, franchement. Au sujet de la sortie médiatique du procureur. Le procureur, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait que les gens se ravisent. Il faut que les gens comprennent que nous sommes toujours dans un état de droit. Un pays qui a ses propres lois. Le code pénal n'est pas suspendu. C'est la Constitution qui est suspendue. Donc tout acte qui pose des actes condamnables par le code pénal seront traités sans faiblesse. Il faut que les gens comprennent. Et aussi, quand tout à l'heure vous parlez il y a évidemment une charte d'utilisation des réseaux sociaux dont le web activiste était à la base de sa rédaction. Ça n'a pas été vulgarisé. Peut-être que ça n'a pas été vulgarisé ou bien ça a été vulgarisé dans un cadre restreint. Mais ça existe. Et aujourd'hui, moi, je pense que par rapport à la prolifération des fake news et une certaine accentuation de la désinformation, ça revient également aux acteurs, aux professionnels de l'information. Je dis professionnels parce que c'est différent de communicateurs. De l'information, les web activistes également et les influenceurs du contribuer. Parce qu'on sent déjà qu'au Niger, il y a une certaine sensibilité à la désinformation. Quand quelqu'un publie une information qui n'est pas du tout vérifiée, vous voyez déjà, il y a des réactions des gens qui vont dire est-ce que vous avez vérifié? Est-ce qu'il y a des preuves? Mais maintenant, moi, je pense que ça devrait être un message clair. Pour finir, rapidement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui,
pour les manifestations, moi je pense que c'est des occasions également de tenir des messages vraiment de sensibilisation à ce que les gens vraiment prennent en considération certains paramètres par rapport à leur comportement. Merci qu'on ne beaucoup mette à que tous. le Niger avant, Nous sommes au terme bien de que ce le Niger forum en du avant. studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abba Arimi, journaliste à la radio alternative, et Issa Madougou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali, à la réalisation Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.